suite. Je m'excuse d'avance s'il y a des bruits, je suis en bloc, donc forcément, Bon, pas de souci. il va y avoir des intervenants. Hop, j'envoie le dessus de mon côté. Hop, on est bien en live, c'est bon, c'est parti. Et bonsoir tout le monde, bonsoir, au premier sur le chat. Donc émission ce soir, donc la seconde spéciale après celle avec Adeline Bourdaise en début de semaine. On a la chance de recevoir ce soir Mathilde Lauriard. Bonsoir Mathilde, comment tu vas? Bonsoir, ça va et vous? Super. Il y a Poulet avec nous, comment ça va Poussin? Alors je sais pas s'il nous entend. Euh, J'espère qu'il va régler ses soucis, il a des petits soucis de connexion depuis tout à l'heure. C'est bon? C'est réglé? Je l'entends rire mais je l'entends pas. Ah, pardon, j'étais. bah, Alors on t'entend mais c'est entrecoupé. Bon, on va commencer autrement. J'espère qu'il va pouvoir régler ses problèmes de son, le pauvre poulet. Donc on va continuer ensemble. Du coup, Mathilde, ben, merci pour ta présence déjà. C'est vraiment très sympa de nous rejoindre ce soir. On va peut-être. Bonjour. Allez, c'est bon. Salut poulet. Ça va? Ah, en fait, je vous entendais et je reparlais, mais non. Du coup, oui, ça va. Bon, on va pouvoir entamer cette émission un petit peu spéciale. Du coup, Mathilde, on va peut-être commencer par une présentation. Est-ce que tu peux te présenter, dire un peu ton parcours, d'où tu viens, etc. alors moi du coup c'est Mathilde Aurillard, j'ai eu 25 ans là en janvier. Je suis une joueuse de Noisy-le-Grand, donc en D2, deuxième division française. Je suis arrière droite et donc je dis mon parcours depuis que je suis petite là. Comme tu veux, les parties que tu veux, juste. Ok. Bah, j'ai commencé le hand du coup dans le Val d'Oise dans le 95, donc à Saint-Brice-sous-Forêt, c'était un petit club. Et ensuite, je suis partie jouer à Cergy-Pontoise à l'époque, qui était en D2 aussi. En même temps, j'étais au pôle. Et après le pôle, du coup, je suis partie. C'était à l'UMBB à l'époque, donc l'Union Mios Biganos Bègles. Il y avait Emmanuel Mayonnaide à l'époque en entraîneur, mais le club a coulé financièrement au bout d'un an et demi où j'étais là-bas. Et donc après, le club a écoulé en novembre, donc je suis partie en décembre à Besançon après, et j'y suis restée 3 ans, 2 ans et demi du coup, et pour revenir du coup sur Noisy-le-Grand en D2, donc à 22 ans, c'est ça. D'accord, donc un petit programme un peu chargé avec beaucoup de voyages et t'es pas resté Un longtemps petit sur voyage, place. un petit tour de France. J'ai envie de dire, la première question qu'on a envie de te poser, et je suis sûr que Poulet aura la même envie, c'est ça fait quoi de côtoyer Mayonnaide? Du moins à l'époque, je pense qu'il n'était pas encore reconnu à l'époque. Oui, bah, c'était avant qu'il soit vraiment reconnu par son, bah, entre guillemets, son travail. Après, à l'UMBB, il était déjà bien réputé dans le sens où il avait un petit budget, parce que à l'époque, le club avait quoi, 1 million à peine de budget. Donc pour une D1, c'est quand même assez faible. Et il allait toujours dénicher des joueuses, mais on ne sait pas d'où. Et il en faisait quelque chose, et rien que ça, c'était déjà impressionnant. Et ensuite, du coup, bah, quand le club a coulé, il est parti à Metz. Et là, je pense que du coup, on a pu comprendre quel était le phénomène, quoi. Mais Oui, déjà, l'UMP, on lui faisait confiance parce que même si on était en play-down, en fait, dans ses discours, on ressentait jamais de stress, de peur, enfin, on avait confiance, entre guillemets, et ça fonctionnait toujours. Donc, il faisait vraiment ce qu'il avait et il sortait le meilleur de chaque joueuse et c'était vraiment pas mal. c'est effectivement les qualités de Mayonnaide, donc t'as pu en bénéficier pendant un certain temps, j'imagine, et ça devait être quelque chose. Euh, j'ai une petite question qui me trotte dans la tête, c'est pourquoi le handball et pourquoi ce choix quand t'étais plus jeune? Est-ce que c'était parce que t'avais une famille qui était vachement bercée dans le milieu, ou ça joue, Mmh. ou il y a autre chose qui joue? Non, bah, je sais que de base, quand j'étais petite, j'ai commencé par l'équitation. Fallait y aller. Le jeune âge, entre guillemets, pouvait pas nous faire tous les sports qu'on voulait. Donc j'ai commencé par équitation parce qu'il y en avait un, voilà, on aimait bien les chevaux, les animaux, etc. Ensuite, j'ai commencé à faire de l'athlé. Et ensuite, j'ai voulu faire un sport bah, collectif. Et donc j'ai fait les trois en même temps à un moment, donc équitation, athlé et hand. Et mes parents, ils m'ont dit, bon, bah, faut que tu fasses un choix, ma poule, quand même. Donc après, j'ai pris le hand parce qu'au final, il y avait vraiment un peu tout qui était regroupé dans ce sport. Donc de la course, du saut, enfin du collectif, du combat, enfin il y avait vraiment de tout.
Et sur le moment, je kiffais de ouf et j'allais tous les samedis voir. Donc, c'était une prénate, donc, mais moi, je trouvais ça enfin, exceptionnel. Déjà, quand j'étais petite, la prénate de mon petit club. Et rien que de voir les. C'était des masculins, du coup, et il y en avait un, il sautait tellement haut. J'étais impressionnée, genre, je voulais vraiment faire pareil. Et au final, bah, c'est un peu ce qui m'a menée. Puis il y a ma grande sœur aussi qui faisait du hand avant moi, donc ça m'a forcément ouvert les portes. Et c'est surtout que de base, en plus, je voulais faire du rugby, et puisque mon père faisait du rugby quand il était jeune, il m'a dit, bon, le rugby, on va éviter quand même, on va prendre un sport de contact, mais peut-être un peu plus, bah, c'est triste à dire, mais un peu plus féminin. C'était le discours qui était tenu, même si j'aimerais qu'il y ait un peu plus de rugby féminin à l'heure actuelle, mais bon. Effectivement, j'allais dire, c'est un peu plus doux le hand, même s'il y a quand même du contact. Mais c'est pas le même genre de contact, on va dire. C'est ça, c'est plus Un- fluide. exactement. Exactement, Poulet. Alors, Poulet, je vais peut-être te laisser rebondir, parce qu'on t'a pas beaucoup entendu pour l'instant. Alors, si tes problèmes sont résolus. Mais j'ai pas de problème. Alors, Tout va bien. alors c'est bon. C'est parfait. Je te laisse enchaîner, peut-être. Du coup, est-ce que tu peux nous raconter ton passage au pôle, du coup? Comment ça s'est passé à l'intérieur d'un pôle? Comment ça se passe à l'intérieur d'un pôle, du coup? Moi, j'y suis rentrée assez jeune, parce que j'y suis rentrée vers entre 13 et 14 ans, parce que j'avais un an d'avance au niveau des cours, et ils voulaient me faire rentrer sur ma troisième. Donc je suis rentrée assez jeune parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore le pré-pôle, je ne sais plus comment ça s'appelle maintenant, il y a un nouveau système. Du coup, à l'époque, j'étais la plus jeune, donc j'y suis rentrée vraiment. J'étais un peu perdue au début, j'avoue. Et en fait, du coup, c'est un système qui fonctionne sur 3 ans normalement, donc de la seconde à la terminale, donc pendant tout le lycée. Donc tu as 1 à 2 entraînements par jour. Et le lycée qui est à côté de moi, c'était au Crèps de Châtenay-Malabry. Le lycée qui est en lien avec le Krebs, voilà, il fait une classe entre guillemets de sportif, ou alors il mélange avec d'autres. Mais les horaires sont vraiment aménagés pour qu'on puisse faire 1 à 2 entraînements par jour. Et donc, bah, être vraiment dans un système sport-études et commencer à en rentrer un peu dans le haut niveau, avoir une charge d'entraînement un peu intensive, même si des fois ils allégeaient un peu parce qu'on était jeunes. Donc, tout ce qui était muscu, il y avait des séquences où on en faisait quand même moins parce que voilà, les organismes étaient fatigués. Et tout ça était un peu allégé. Pareil, l'année du bac, ils faisaient un peu plus attention aussi à nos charges d'entraînement, savoir si on pouvait bien être assidu au cours pour pouvoir avoir le bac. Parce que ça aussi, c'était un peu leur objectif. Ils voulaient qu'on sorte. Je sais que ma dernière année, moi, je pouvais déjà partir du pôle parce que j'avais des centres de formation. Mais donc, c'était Erika Canini à l'époque, mon coach, il est toujours. Il m'a dit, voilà, je préfère que tu restes au pôle pour que tu aies bien ton bac, parce qu'arrivé en centre de formation, c'est possible que tu décroches scolairement parce qu'il y aura vraiment une charge différente, tu seras en autonomie, il n'y aura pas quelqu'un derrière tes fesses et ça va être compliqué. Comme en plus, personnellement, je n'étais pas une fille très assidue en cours, je pense que c'était le meilleur choix. Donc, pour Donc, toi, oui, c'est. si tu avais d'autres questions, je ne sais pas trop si j'ai fait le tour. Alors, peut-être. En internat aussi, si ça peut Moi, tu peux permettre. aborder tous les sujets que tu veux, si tu veux rebondir sur Ouais, bah, on est l'internat. en internat aussi, parce que bah, en général, Île-de-France, voilà, comme c'était une région un petit peu grande, dans le sens où on pouvait vraiment venir du 77, du fin fond du 95, et ils nous ont mis voilà, au Crêpes de Châtenay-Malabry, et du coup on dormait toutes dans le même bâtiment, au Crêpes, ensemble. D'accord. Tu l'as vécu comment cette période pour toi? C'était une période positive? T'en as retenu que du bon ou il y a eu des moments un petit peu moins bien de cette période de centre de formation? De formation ou pôle? Pôle, du moins plus le pôle. Ouais. Bah Paul, bah il y a les hauts les bas, hein, forcément. Il y a après je peux retenir que le positif parce que c'était les années où je faisais bah on avait les stages France, jeunes, cadettes, juniors, etc. Donc c'était un petit peu chargé. Là où c'était compliqué, c'est que voilà, il y avait les cours, les entraînements. Pendant les vacances scolaires, nous, du coup, on allait en stage France et du coup, c'était un peu plus chargé. Des fois, c'était compliqué parce qu'on se disait, waouh, c'est vrai qu'il y a des gens qui vont en vacances. C'était un peu dur. Mais après, c'est vrai que bon, de porter le maillot, c'était quand même assez sympa. C'était les interpôles, c'était un peu mes meilleurs moments aussi, les vrais interpôles, parce qu'il y a un moment où il y avait une formule où c'était juste par zone et c'était moins fun. Mais les vrais interpôles à Besançon, c'était bah, la compétition de l'année. Il y avait toutes les équipes qui se retrouvaient, donc on retrouvait en plus nos amis de droite à gauche, de tous les pôles. Bah, tout le monde, enfin, on jouait entre guillemets les unes contre les autres, bon, pas toutes, parce qu'on était vraiment beaucoup d'équipes, mais donc c'était the compétition de l'année avec les grosses écuries. Enfin,
enfin, moi, c'était mes meilleurs souvenirs, entre guillemets. Donc, les interpôles, c'était les points positifs. Après, les points négatifs, c'était bah, l'internat. Des fois, c'était dur. La charge, cours, entraînement, études le soir. Puis, pas trop de temps, entre guillemets, pour se retrouver après. Donc, on avait 15 minutes pour se retrouver entre sportifs et rigoler en bas. Après, on allait se coucher. Donc, sur la vie sociale, c'était pas foufou des fois. Mais sinon, il y avait quand même de très bons souvenirs, hein, avec forcément des petits pétages de câble des fois qui faisaient bien rigoler entre sportifs et tout. Bon, on faisait un peu chier les surveillants, mais bon, c'était rigolo, c'était la bonne époque, quoi. Un bon internat à l'ancienne, j'ai envie de dire. Comme beaucoup de gens Ouais. l'ont connu, ça change pas tellement que ça soit Ouais. Les cathédrales, du pôle le au non. recours aux champs. C'est J'ai vrai. envie de dire, par contre, c'est une autonomie que tu as acquise très tôt, forcément, puisque se retrouver en pôle, ça te rend forcément autonome un petit peu plus tôt. Je dirais qu'il y a des hauts et des bas parce que oui, on est plus vite autonome, on est, comment dire, plus tôt dans le bain à être tout seul. Mais en sortant du pôle, on s'aperçoit aussi qu'on est quand même très accompagné sur certaines choses, des choses qu'on ne fait pas. Enfin, par exemple, tout ce qui est le secteur médical, on est tellement accompagné que quand on sort du secteur pro, entre guillemets, du CREPS, où on a juste à aller au service médical, le kiné nous prendre, hein, etc. Il n'y a pas de carte vitale à donner, pas de papier, ni rien. C'est vrai, quand on en sort, bah, tout ça, je ne savais pas faire en fait. Donc comment dire, des secteurs où on est très en avance, on arrive à maturité avant certaines personnes. Et il y a d'autres secteurs où je trouve que des fois on peut être un peu en retard. Donc ça dépend vraiment les domaines. D'accord, je comprends tout à fait, ça doit être un petit peu. Un petit peu. Il y a des secteurs, ouais, on est très accompagné. Du coup, bah, c'est vrai que le jour où on se retrouve à devoir se débrouiller tout seul, ça pique un peu. Mais sinon, oui, il y a une certaine autonomie qu'on acquiert. Tout ce qui est, bah voilà, le travail tout seul, va se débrouiller tout seul aussi. Donc, ça dépend les domaines. Oui, c'est juste balancé, j'ai envie de dire. Il y a du positif comme du positif, mais au final, t'en ressors un petit peu euh, grandi, on va dire. Dans tous les cas, c'est Oui, forcément une oui, ça expérience. c'est sûr. Bah, de toute façon, c'est sûr qu'on arrive vite seul, donc il faut vite s'en sortir seul. Et il y a des problèmes à gérer effectivement un peu plus loin des parents, à l'instant T. Par la suite, du coup, tu es parti en centre de formation. Comment tu Mm. l'as vécu ce changement du coup du pôle au centre de formation? Est-ce que ça change vraiment beaucoup de choses? Ou est-ce que c'était un petit peu le même univers? Est-ce que tu as côtoyé les mêmes personnes par exemple? Ou est-ce que certaines personnes t'ont suivi? Ou est-ce qu'il y a eu beaucoup de changements dans ta vie à ce moment-là? Il y a eu pas mal de changements, sauf que du coup, on était encore logé dans un CREPS, donc celui de Talence. Donc au final, l'aspect internat y était toujours, mais on avait du coup bah, plus de liberté vu qu'on était majeur à ce moment-là, donc on avait que les bons côtés de l'internat, entre guillemets. Les points négatifs, c'est que voilà, on n'avait pas de logement propre à nous, on avait juste une chambre, donc voilà, quand tu as 18 ans, bon, des fois c'était. On aurait aimé, tu sais, inviter des gens dans notre appart ou faire des petites soirées, des petits trucs posés, etc. Et les chambres étaient un peu petites à Talence, mais en soi, on était libre de sortir et tout, donc c'était bénéfique. Après, après quoi d'autre, ce qui était différent, c'est que bah, voilà, on rentrait dans le milieu vraiment pro, où là on s'entraînait vraiment avec des joueuses bah, plus âgées, qui avaient vraiment de la bouteille, quoi. Et là, ça met une claque parce qu'on sent qu'on est vraiment des grosses merguez quand on arrive, quoi. Et du coup, bon, la marche est haute, mais c'est vrai que du coup, la progression, elle est bien, quoi. Donc c'est un peu ça le truc qui est un peu dur au début, c'est ouais, de se prendre la claque de ah ouais, la marche elle est costaud quand même. Mais du coup ça met des étoiles dans les yeux, tu fais waouh, la marge de progression elle est énorme et t'es trop contente, quoi. Mais c'est sinon bon, c'est à peu près de toute façon on est déjà un peu rentré dans le système avec le pôle, donc les 1 à 2 entraînements par jour en soi on est à peu près dans la même charge. Après, voilà, on commence pareil à rentrer dans le pain. Pour ma part, hein, à rentrer dans le vif du sujet où on a commencé vraiment à faire de la muscu du coup à partir de 18 ans. Et là, pareil, du coup, t'as un changement bah, physique, tu deviens plus puissante. Euh, Tu peux avoir aussi bah, une charge des fois que tu peux, pour certaines filles, galérer à trouver. Il y en a qui se blessaient, il y en a qui avaient du mal à avoir des performances physiques, donc c'était plus compliqué. Mais voilà, disons qu'on rentre ouais, dans le milieu pro où tout est enfin, plus dur, plus intensif, plus technique, voilà. Donc même la lecture de jeu, waouh, enfin, il y avait des joueuses quand tu arrives à 18 ans ou que tu es encore nul dans la vision, que tu as des œillères et tu vois des joueuses qui te font des trucs de ouf. Nous, on avait une Norvégienne à l'époque, du coup, en demi-centre, Stine Lund Andreasen. Ouah, je me disais, waouh, c'était enfin, incroyable. Donc, plein de choses comme ça. Non, je pense que c'est juste que ouais, tu arrives dans
dans le bain et je pense que tu as juste des étoiles dans les yeux au début. C'est principalement ça le truc qui est cool quand tu arrives en centre de formation. D'accord. Je vais peut-être laisser Poulet rebondir, puisqu'on entend très peu pour l'instant. Bah, tu monopolises la parole comme d'habitude, hein. Mais oui, mais t'oses pas parler. Hésite pas à me couper. Bah, à contrario, tu parlais d'étoiles dans les yeux. Bah, on va aller sur le contraire, du coup. Ouais. Tu as évoqué tout à l'heure le dépôt de bilan de Bordeaux. Enfin, j'appelle ça Bordeaux, mais tu as compris ce que je veux Oui, dire. oui, Le club, c'était. Bah, de toute façon, on était sur Bordeaux. le nom du club est beaucoup trop long. Ouais. Donc, le dépôt de bilan du club. Comment tu as vécu ça, toi, personnellement? Comment tu as été mise au courant? Et Ouais. comment, du coup, dans une seconde partie, comment Besançon est venu te chercher? Est-ce que c'est toi qui avais des contacts ou Besançon t'a démarché? Bah, du coup, en vrai de vrai, je me rappelle plus trop comment ça a démarré. Il y avait voilà des rumeurs, voilà, on a un déficit de tant d'euros, mais bon, à l'époque, il y avait aussi Dijon qui avait des problèmes et je sais plus quelle autre équipe. Et donc voilà, on se disait bon, ça va passer, voilà, on va trouver vite des sponsors, on va reboucher le trou, c'est une question de temps, nan, nan, donc on se rassure, on se rassure. Puis on commence à entendre d'autres rumeurs, à dire en fait c'est pas cette somme-là qui manque, c'est au final c'est cette somme et c'est la somme est quand même plus grosse. Et tu te dis ah, et un jour, en fait, bah, Manu, donc Emmanuel Mahenad, nous a pris en réunion et il a dit bon, bah voilà, je voulais toutes vous parler ensemble. On était au mois du coup de peut-être fin octobre ou début novembre, je sais plus. Et il nous a dit bon, bah voilà, on va certainement jouer nos derniers matchs parce que on a engagé un détective privé à l'époque, c'était, il me semble, parce que le président ne donnait plus de nouvelles. Et il faisait bon, vraiment l'autruche pour le coup. Et du coup, il voulait bah, vraiment se renseigner sur ce qui se passait voilà, en interne. Donc, Manu a fait des recherches. Et il a dit voilà, il s'est avéré qu'au final, la somme est de temps. Elle était assez belle, je crois, hein, 380 000 ou quelque chose du genre. Donc, il y avait un trou d'une envergure un peu compliquée à reboucher. Et il nous a fait comprendre que voilà, que ça allait sûrement être nos derniers matchs, etc. Donc, on a joué, mais après il devait en rester un ou deux. Et bon bah des pleurs hein, parce que bah c'était quand même bien comme club, même si c'était un club pas très avec pas un gros budget. Il y avait quand même bah, forcément une équipe entière entre guillemets à recaser en plus après. Donc quand à la limite j'ai envie de dire les centres de formation, on a celles qui ont eu le plus de chance parce qu'on était des joueuses qui coûtaient pas cher. Donc à replacer, c'était pas hyper compliqué, mais certaines joueuses ont eu du mal parce que bah, enfin, les équipes étaient déjà faites, les budgets étaient déjà bouclés, donc elles, pour retrouver un club, c'était plus compliqué. Donc au mois de novembre, c'était dur, ouais. Début d'année, c'était même pas milieu, je dirais plus début d'année, au final, ça met une claque. Surtout quand tu as plein de projets, qu'en plus, voilà, nous, étudiantes, on avait, entre guillemets, bah, des études à côté, donc il fallait les trouver. Alors après, il y a plein de clubs qui ont appelé, dans tous les cas, donc moi, Besançon, je ne sais pas quand ça s'est fait. J'ai été contactée par Besançon. Alors après, est-ce que c'est pas Manu qui m'avait, entre guillemets, vendu pour aller là-bas parce que c'était un des meilleurs clubs pour former. Besançon, c'est très très réputé sur la formation. Donc au final, je suis allée là-bas parce que je voulais continuer d'être formée. Sinon, j'avais des D2, etc. Mais je considérais que je voulais encore être formée plutôt que rentrer dans le jeu directement comme ça. Donc je suis partie à Besançon parce que bah, très bonne réputation, et puis bah, je regrette pas du tout parce que effectivement c'est une très très bonne formation là-bas. Donc voilà, ça s'est fait comme ça. D'accord. Moi, effectivement, c'est forcément un passage de ta vie qui a été un petit peu plus difficile, j'ai envie de dire. Mais au final, Ouais, t'as ben, bien en fait, rebondi. c'est ça, c'est que tout ce qui est fin d'année, en général, on s'y attend, on sait qu'on peut bouger, on sait qu'on peut. Mais c'est vrai que voilà, mois de novembre, on se dit, waouh, en plus on est les seuls à bouger. Il y avait une mauvaise ambiance, puis ben, tu as cette confiance qui se casse aussi avec tout ce qui est le bureau, où tu dis, oh, enfin, ils nous ont jamais parlé, ça a été, enfin, à qui faire confiance dans le milieu, on s'aperçoit que voilà, on peut, ça nous met, enfin, même nous, ça nous remet en question. On se dit en fait, on met une partie de notre vie là-dedans pour que ça se trouve un club puisse couler du jour au lendemain et que bah nous, on se retrouve sans rien avec tous les efforts qu'on fait. Donc c'est vrai que c'est dur. Après ces dernières années, je pense qu'avec ces claques-là, parce qu'ensuite avec Nîmes qui a coulé aussi, je pense que ça a été vraiment l'année qui a fait comprendre au club qu'il fallait peut-être se structurer un peu plus et faire plus attention. Donc tout ce qui a été fédé, je pense, et tous les organismes qui faisaient gaffe entre guillemets au club de France ont mis en place les dispositions qu'il fallait.
C'est du coup, je pense que du coup, ils ont été plus stricts sur les budgets et tout le travail. Et depuis, au final, ça a l'air d'aller. Mais c'est vrai qu'il y a eu une claque sur une année. Il y a plusieurs clubs qui ont été dans le dur, là. Ça a été compliqué. Oui, et on a de la chance parce que cette année, enfin, depuis un an avec le Covid, c'est pas encore arrivé. Il n'y a pas eu Ouais, de soucis et je pense que c'est une bonne chose. Et heureusement, ouais, j'ai envie de dire, parce que je pense que c'était un peu les premières craintes qu'on a eues ouais, avec la situation clairement. Covid. Donc par la suite, du coup, tu es parti à Besançon de ton côté. Euh, Ton intégration à Besançon, ça s'est passé comment? Est-ce que tu as des personnes qui t'ont vraiment aidé à t'intégrer? Tu retiens quoi de ce passage L'intégration milieu d'année, tu veux dire, du coup, Oui, quand... plutôt vraiment, Ouais. vraiment en cours d'année. Franchement, Besançon, c'est très très bien réputé pour être très intégrant. Les Bisontins sont très accueillants et j'ai pas eu de problème sur ça. Pareil, il y avait une secrétaire à l'époque, elle s'occupait vraiment de tout, donc je me suis pas du tout sentie seule en arrivant. Là où c'était peut-être un peu difficile, c'est que bah oui, tu t'arrives au mois de novembre et du coup tu dois t'adapter à un jeu, à une équipe qui est déjà pratiquement construite. Et donc toi, tu t'es ajouté un petit peu comme un cheveu sur la soupe et tu dois un petit peu faire de ton mieux. Après voilà, j'étais arrivée en mode voilà, je sais que j'étais centre de formation, qu'on attendait rien de moi, donc je prenais ce qu'il y avait à prendre. Et ça a été une très bonne année. Et, euh, et au final, les filles étaient très accueillantes. En plus, la demi-centre qui joue là-bas, c'est une joueuse qui s'adapte très bien aux autres. Alizé Frécon, d'ailleurs, voilà, si vous me posez, parce qu'on avait parlé un petit peu de notre côté, cette majeure, je pense que je vais la caler. Mais voilà, c'est une demi-centre où quand tu joues avec, tu n'as pas peur. Tu sais, elle va s'adapter à tout ce que tu fais. Donc, ne serait-ce que voilà, avoir une demi-centre sur qui t'appuyer, c'était déjà bien. Et puis, j'avais des filles de ma génération, Nelly Plazané, Pauline Robert. Donc, l'intégration s'est fait assez vite. En plus, le groupe était jeune à cette époque, vu qu'elle venait de monter de D2, Bezac. Donc, tout était bien fait. En plus, il y avait une Espagnole, Alonso, pareil, elle était très accueillante. Donc, pas de soucis sur cette année-là en soi, sur l'accueil. Une très bonne atmosphère. Euh, Mm. D'ailleurs, par la suite, vous avez joué les playoffs avec Besançon. De ton Ouais. côté, comment tu as vécu ce premier moment de ta carrière qui était quand même, je pense, important? Tu l'as vécu comment ce moment? Mais franchement, je prenais ce qu'il y avait à prendre et de voir qu'une équipe qui montait des deux était dans les 5 premières. Franchement, par dire cool, tu sais, en fait, ça devient comme ça, et tu fais bon, bah nickel, c'est très bien. En plus, j'avais un peu de temps de jeu, j'étais contente, je progressais, parce que Besançon, j'ai énormément progressé en plus sur tout ce qui était course, vitesse, parce que ça travaille énormément sur ça là-bas, c'est plio, course, vitesse, il y a un préparateur physique qui est très axé sur ça. Il est très très bon, Philippe, il s'appelait. Et, euh, et il était très très bon sur ça et j'ai kiffé travailler avec lui. Donc vraiment avoir toutes ces sensations où tu vois que tu progresses, que tu as un peu de temps de jeu, que tout est de mieux en mieux, c'était nickel. D'accord, que du positif. Vous voulez, Ouais. je te laisse peut-être enchaîner parce que je vois que tu n'oses pas parler à chaque fois. Non, en parlant de Besançon, du coup, comme tu jonglais avec avec l'équipe A et la N1, je crois que c'était à l'époque, ils étaient en Ouais, N1. Comment tu as vécu ça et quand tu étais avec la A, que t'étais mhm. pas, du coup, comme tu l'as dit, tu grattais du temps de jeu par-ci par-là. Et en étant sur le banc, qu'est-ce que ça t'a apporté d'être sur le banc et qu'est-ce que tu as appris du coup? Sur le banc, qu'est-ce que ça m'a appris? Déjà, ça t'apprend à comprendre le jeu parce que bon, des fois, bon, quand tu rentres sur le terrain, t'es un peu perdu. Sur le banc, qu'est-ce que ça m'a appris? C'est-à-dire, j'arrive pas trop à répondre à ta question là, j'avoue. Est-ce que ça t'a... comment je peux te tourner ça? Est-ce que ça Mm. t'a permis de découvrir des choses que tu pensais pas savoir faire? Est-ce que t'as découvert une autre vision de jeu ou ce genre de choses? Non, pas forcément, parce qu'en vrai, tout ça, tu l'apprends plutôt à l'entraînement. Alors oui, bah du coup, quand t'es sur le banc, t'apprends à regarder forcément et, euh, et à voir le jeu de l'extérieur. Mais après, ça restera toujours différent dès que tu rentres sur le terrain. Donc, j'ai envie de te dire, l'analyser quand tu es dehors, oui, c'est une chose. Après, c'est très différent dès que tu mets les pieds sur le terrain. Donc, dans tous les cas, sur le banc ou pas sur le banc, j'ai envie de te dire, malheureusement, faire du banc, c'est bien, mais à un moment, il faut jouer. Donc, t'apprends. C'est sûr qu'il y a une phase où, du coup, un peu de temps de jeu, ça fait du bien parce que, du coup, après, tu te mets dans l'atmosphère, etc. Et du coup, t'as de moins en moins peur de rentrer.
Et par contre, au bout d'un moment, il faut du temps de jeu. Ça, c'est vraiment l'étape supérieure où si t'as pas de temps de jeu, par contre, tu bloques. Donc, le banc, ça t'apprend au début, mais après, il faut jouer par contre. Oui, au Et final, est-ce que ça te met pas une pression du coup d'être sur le banc et quand tu te dis ouais là je vais rentrer Bah, et si, au tu début. te mets une pression du coup. Ah, si, si, au début, bah, clairement, enfin, j'allais dire une grossièreté, mais bon, tu te fais caca dessus. Mais après, en vrai, ça, quand une fois que t'es sur le terrain, après, tu t'y penses plus. Mais c'est vrai qu'au début, quand on te dit ton nom, Mathilde prochaine, tu t'échauffes, t'es un peu en tachycardie, mais après, en général, quand tu rentres sur le terrain, bon, au pire, tu fais de la merde, donc c'est pas. Je pense que bon, voilà, il n'y avait pas de pression à avoir. Puis au final, il y a moins de pression quand t'es jeune parce que on n'attend pas forcément quelque chose de toi. T'as juste à prouver, à faire tes petites perfs et faire de mieux en mieux. Je pense que limite, t'as plus de pression quand t'es dans le set majeur et que t'as une performance à tenir, quoi. Donc c'est un peu, oui, du stress parce que voilà, c'est nouveau, mais au final, tu sais au fond de toi que c'est juste bénéf. puis on a l'impression aussi que tu as ce côté un peu détaché de la chose, où tu arrives à justement ne pas trop te mettre la pression, comme tu le dis. Tu l'as vécu où en fait c'était juste un palier supérieur, et comme tu as été bercé très tôt, presque au niveau, ça ne te change pas forcément grand chose aussi quand tu arrives à ce niveau-là. Ou justement c'est une marche que tu considérais importante à ce niveau-là. Si, si, c'était une marche quand même importante. Après, j'ai l'air hein, de pas me mettre la pression, C'est- mais moi, je suis quelqu'un justement qui m'en l'avait beaucoup. Là, je le dis ça comme ça en rigolant avec beaucoup de recul, hein, mais sinon, je suis vraiment une des premières à avoir fait de la prépa mentale, etc. Mm. Parce que j'étais classée comme une fille qui se chiait dessus, pardon, mais genre, je préfère être crue, mais donc voilà, je suis pas du tout une fille détachée. En soi, j'émets beaucoup de pression à ce que je fais. D'ailleurs, la prépa mentale, ça se passe comment à ce niveau-là? Est-ce que tu peux nous parler de peut-être ce domaine qui est pas forcément, qui est un peu dans l'ombre et que beaucoup ne connaissent pas, justement? Bah, c'est d'ailleurs un milieu qui commence à être de plus en plus pris en compte. Là, vraiment, ça commence à être vraiment installé de plus en plus dans les formations, ne serait-ce STAPS. Et du coup, des préparateurs mentaux se présentent de plus en plus aux clubs, aux fédérations, etc. Maintenant, au Stage France, il y a une préparatrice mentale, les catégories jeunes, etc. Parce qu'au final, on s'aperçoit que c'est important de parler, de s'exprimer, de savoir nos doutes, nos peurs, et cette personne va nous aiguiller en fonction de notre personnalité. Moi, je sais qu'à Besançon, j'avais travaillé avec une dame qui était très très bien. En fait, d'entrée, elle te fait un peu un test comme dans les entreprises. Le test, le disque, je crois, c'est les quatre couleurs rouge, vert, jaune, bleu. Et en fait, ça te fait un pourcentage de couleurs qui te, qui définit ta personnalité. Alors le rouge, c'est les leaders, ceux qui prennent les choses en main, et du coup, tu as, leur côté négatif aussi. Par exemple, ça va être, bah, des fois, ils n'acceptent pas qu'on entre guillemets, enfin, ils aiment tellement être en avant que des fois, ils ont du mal à coopérer, par exemple. Ça va être ça le point négatif du rouge. Le bleu, c'est les gens très carrés, qui ont besoin d'un cadre. Mais du coup, la difficulté, c'est que bah, il manque un peu de créativité. Les jaunes, justement, c'est les créatifs, ceux qui aiment être ouverts aux gens, etc. Et donc, la difficulté, c'est de les cadrer. Et les verts, c'est les altruistes, par exemple. Et leur difficulté, c'est qu'en général, ils sont un peu en retrait, un peu plus timides, etc. Et à partir de ça, en fait, déjà, elle va te faire comprendre que il n'y a pas une couleur qui est bien d'avoir parce que moi je sais qu'il y a une période où je me disais putain j'avais pas de rouge, moi j'avais 3% de rouge, et je me disais je suis pas rouge, waouh, ça va être dur, ça va être très dur pour moi, etc. Et en fait bah cette préparatrice mentale m'a fait travailler sur le fait que bah non, en fait les autres couleurs elles sont aussi importantes parce qu'en fait dans un collectif, surtout un groupe de sportives d'une équipe quoi, bah en fait bah, il va avoir besoin de rouge, mais si tu as que des rouges, ton équipe elle explose. Donc en fait, avoir d'autres personnalités, c'est très important. Et en fait, donc bah, le premier travail que j'ai fait avec elle, c'était de comprendre mon importance à moi, ma personnalité. Et ensuite, on a travaillé plein de choses sur ça. Ensuite, comment préparer les matchs, l'imagerie, la respiration, enfin, il y a vraiment d'outils entre guillemets qu'elle te met en place et tu fais jour après jour, semaine après semaine, des petits trucs avant les matchs, avant les entraînements. Et ensuite, chaque semaine, chaque 2 semaines, tu fais un point avec elle sur où tu te sens que tu as avancé. Et soit ça se voit et tant mieux, soit ça se voit pas. Et du coup, il faut utiliser d'autres outils, etc.
D'accord. Donc effectivement, c'est des points vraiment psychologiques au final. Et c'est Ouais. effectivement comme on en a parlé justement, parce qu'on a eu une émission avec Adeline Bournaise, et on a beaucoup parlé du fait de coach mental, parce que c'est un domaine qui l'intéresse énormément par la suite, en vue d'une potentielle réorientation. Ouais. Il y a ce suivi de rebondir là-dessus justement. Et puis Et vraiment, c'est un secteur qui est de plus en plus pris en compte. Et c'est le lien entre le psychologue, parce que voilà, le psychologue, bon, on va raconter nos problèmes, etc. Mais on va plus faire ressortir ce qu'on a besoin. Et le préparateur mental, il va faire activer, en fait, au final, les outils dont il faut pour avancer. Donc, c'est vraiment entre deux. Et je pense que c'est vraiment un secteur qui va être de plus en plus important dans le sport, parce que on s'aperçoit que bah, voilà, pour les compétitions, les joueurs qui se blessent, les joueurs qui passent à côté de leur compète, ben, des fois on comprenait pas et au final avec ça, des fois on comprend beaucoup mieux et la personne avance, même elle, enfin même dans son parcours, même dans sa vie personnelle, etc. Et ça apporte beaucoup en vrai. effectivement, justement, on avait parlé de ce point-là, justement, que c'était quelque chose qui était vachement laissé de côté les années passées et qui arrive avec la nouvelle génération, qui est vraiment très important et qui joue beaucoup, je trouve, sur justement le haut niveau. Et Mm. c'est un point positif qu'on aborde justement professionnellement. De ton côté, Poulet, je te laisse peut-être rebondir. Bah justement, tu parlais de blessures. Je vais rebondir du coup là-dessus. Comment ça s'est passé? Toi, tu t'es blessé. Du coup, comment J'ai ça s'est passé pour toi cet arrêt? j'ai pas du tout entendu le début, du coup je sais pas ce que. Alors, je crois qu'il parle de ta Ah, blessure, il me semble, si j'ai bien compris. oui. Une blessure où du coup? Enfin, à quelle période? Enfin, selon les périodes de ta vie, quoi. Parce que j'imagine Ah oui, qu'à chaque fois, c'est quand je t'ai différent. dit les fois les athlètes ils se blessent, etc. Bah écoute, ouais, je pense que voilà, il y a des blessures qui arrivent pas par hasard et je pense que effectivement, moi j'ai été quelqu'un qui a beaucoup douté. Bon, je doute encore beaucoup. Et c'est vrai qu'il y a eu des périodes de ma vie où du coup je me blessais. Par exemple, je me blessais après une succession de quelques matchs où j'étais très bonne, notamment à Besançon, où j'ai commencé un petit peu à du coup à galérer. C'est pour ça que j'ai pas signé pro là-bas parce qu'il y a une période où je me remettais beaucoup trop en question. Et, euh, et en fait, il y a une période où je me rappelle en fait que bah, j'ai enchaîné trois bons matchs avec la N1 et, euh, et à la fin du match, en fait, je me suis fait mal et où c'était un de mes meilleurs matchs en plus avec la N1 parce que c'était contre Metz. J'avais mis 10 buts. Enfin voilà, c'était le match ou référence où en fait, si on était bonne contre Metz, on pouvait jouer avec la D1 entre guillemets plus facilement. Genre Raphaël Tervel de nous regarder plus quoi. Et donc elle m'avait dit très bon match, etc. Et comme par hasard, je m'étais fait le ménisque à la fin de ce match. Et on savait pas, on l'a su que le lundi qui a suivi parce que mon genou avait gonflé. Et à partir de là, bah, on a fait une réunion avec Raph. Elle m'a dit bon, il faut que tu commences ta prépa mentale pour être suivi, pour voir d'où ça vient, travailler là-dessus, parce que bah voilà, tu as d'énormes qualités, mais voilà, si tu te blesses quand tu commences à être bonne, etc., bah oui, c'est qu'il faut aller chercher autre part que physiquement, parce que tu n'as pas de problème physique, vu qu'en prépa physique, tu es dans les premières, etc. Donc bon, il fallait aller chercher dans le cerveau, quoi. D'accord. Justement, c'est grâce à Raphaël Tervel justement que ces points ont été abordés à l'époque, ou c'était plus l'entourage, ou c'est vraiment elle qui a joué sur ce point-là? C'est de tout, en fait. Ça avait déjà commencé avec les stages France, parce qu'à l'époque, j'étais sur une liste espoir fédérale, mais ça avait commencé sur ma génération. Et en gros, c'est 5-6 joueuses, voilà, où ils émettent entre guillemets un peu un pari dessus, les faire progresser le plus possible pour aller en A. Et déjà à cette époque-là, on m'a dit que j'étais dans la liste, et déjà à cette époque-là, je n'y croyais pas. Je disais pourquoi moi, je suis pas dans les profils, genre bon, me rabaisser tout le temps, c'était ma passion. Et donc on m'a dit bon bah voilà, bah toi justement, ce que tu vas travailler, c'est la préparation mentale. Sauf que moi, à cette époque-là, je voyais pas l'intérêt, je comprenais pas, j'avais 18 ans, j'étais là, bah, enfin, je sais pas pourquoi j'ai travaillé ça, et puis bon, celle qu'on m'avait mis, entre guillemets, c'est pas que j'accrochais pas, mais je comprenais pas pourquoi je devais faire ça. Et en fait, là, bah, Besançon, je pense que ça m'a un peu ouvert les yeux de voir qu'effectivement, bah oui, les blessures, et de me faire mettre, entre guillemets, bah, ouais, j'étais face au mur, entre guillemets, et je me suis dit, bon, bah ouais, va falloir le faire. Donc, oui, entre guillemets, c'est Besançon qui m'a ouvert les yeux sur ça. Il y a justement quelqu'un qui rebondit sur le chat en disant que c'était inconsciemment de l'autosabotage au final de. Ouais, sûrement. Bah, c'est ça, c'est de l'inconscient, tu sais pas pourquoi, oui. Enfin, c'est vrai que tu sais jamais trop pourquoi ça se passe comme ça, mais après, tu sais que tu dois dans tous les cas.
travailler là-dessus, hein. Effectivement. Après, du coup, t'es parti à Noisy. Comment t'as Ouais. vécu ce changement de club et justement la descente et la remontée du coup? Bah du coup, vu que Besançon à la fin, bah je signais pas pro, bah forcément j'étais très très triste. Enfin, parce que pour moi c'était un échec parce que bah quand t'es en centre de formation, tu veux être pro et donc j'étais pas bien du tout et je me disais bon bah voilà, je veux revenir vers chez moi parce que pareil, j'avais un peu bougé, etc. C'est vrai que j'avais un peu envie de retrouver un peu mon chez moi, stabilité, famille et tout. Et je me suis dit, bon, je vais retourner en Île-de-France, Noisy-le-Grand, voilà, c'était un club bien réputé, en plus, enfin, entre guillemets, pour rebondir, etc. Et mon objectif, c'était bah, voilà, d'avoir du temps de jeu en D2, être dans les top buteuses ou dans les meilleures joueuses, entre guillemets. Et ensuite, bah, du coup, être revue par des D1 et donc rebondir comme ça. Donc vraiment, je suis arrivée à Noisy en mode bah, vraiment grosse envie, etc. Enfin, repartir à zéro, entre guillemets, avec les bagages que j'ai ramenés de Bezac, parce que ça a quand même été une très bonne formation et je voulais les appliquer dans du temps de jeu, quoi. Et, euh, et parallèlement, du coup, j'ai repris les études aussi parce que je pense que ça a aussi été un aspect qui fait que j'étais. Dans ma tête, ça allait pas parce que j'avais arrêté les études, entre guillemets, pendant mon centre de formation parce que j'avais pas d'idée de quoi faire. Je pensais que au hand, mais j'étais parano du hand. Enfin, je voulais vraiment réussir. Je pensais qu'à ça. Dès qu'il n'y avait pas entraînement, j'allais faire une muscu ou une PMA, j'en sais rien, mais je me butais, mais vraiment, justement, à trop en faire. Donc forcément, bah, tu te blesses. Et. Et du coup, bah, quand je suis revenue à Noisy, je me suis dit, bon, en plus des deux, je vais avoir 1 à 2 entraînements de moins. Et je me suis dit, bon, je vais reprendre les cours. Donc, je me suis inscrite en STAPS. Donc là, maintenant, du coup, ça fait 3 ans que je suis en STAPS, donc je suis en L3. Et bah, par contre, la L1 STAPS, là où je suis, bah, ça m'aménageait pas les cours. Donc, j'ai dû faire les sports. Et donc là, je me suis fait les croisés, mais là, c'était pas mental, je pense, parce que vraiment, j'allais très bien. Le hand, ça, j'avançais bien. Je faisais de plus en plus de bonnes perfs sur les matchs amicaux, les matchs, ensuite, les matchs, les 2 ou 3 premiers matchs de la saison. Je sais plus combien j'en ai fait, du coup. J'en ai pas fait beaucoup. Mais au final, le mois d'octobre, bah, je me suis fait les croisés. Et après, par contre, dans ma tête, j'allais très bien. Donc, je pense que c'était bah, peut-être un petit surplus de sport, mais pareil, je suis revenue des croisés, ça a été une très bah, mine de rien, les croisés, voilà, c'est dur au début, mais ça t'apprend plein de choses aussi. Pareil, ça t'apprend que tu as une vie à côté aussi, que tu peux faire du hand, mais que tu peux être aussi bah, quelqu'un d'autre à côté. Et t'es pas seulement une handballeuse. Donc pareil, ça m'a appris plein de choses. Et donc je suis revenue. Ça a été dur de la redescente en N1 parce que je m'étais dit, bon, bah, j'ai quitté Besançon parce que je jouais en N1 et qu'au bout d'un moment, c'est pas fou comme niveau. Enfin, du moins, tu veux voir au-dessus. Et après, je me suis dit, bon, par contre, je reviens de croiser, donc je vais pas faire la princesse. Je vais prendre ce qu'il y a à prendre. Rester chez moi toujours pour avoir ce cocon, cet équilibre, etc. autour. Continuer les études tranquillement parce que ma fac, mine de rien, est à 10 minutes alors qu'en Ile-de-France, normalement, tu peux mettre 1 heure pour aller quelque part. Donc, fallait pas prendre ça à la légère. Et donc j'avais un équilibre autour et je me suis dit, bon, je vais reprendre en N1 et, avec Noisy parce que c'est vrai que de toute façon, je suis arrivée, j'ai fait 2 mois, je vais pas repartir comme ça dans un autre club alors que je leur ai pas tout donné, quoi. Donc voilà, c'était un petit peu. Donc tu voulais montrer. La N1, ça a été une année un peu voilà, chiante, compliquée parce qu'en plus tu t'endors vite sur les matchs parce que on voyait que collectivement tout le monde disait oui voilà début du match on voit que vous êtes au-dessus et tout mais c'est vrai qu'on se relâchait parce que bah, on s'endort en fait Oui. on avait du mal à avoir cette régularité où on pouvait prouver qu'on était vraiment au-dessus à mettre des +10. Non, on se faisait peur, des fois à gagner juste de +1, enfin. Mais donc ouais, c'était une année ouais un peu chiante, mais bon bah après il y a eu le Covid dans tous les cas, donc je pense qu'il y a eu pire au final à la suite. Oui. Donc bon, au final la N1 c'était pas le pire. Le manque d'adversité, j'ai envie de dire, c'était peut-être Ouais. un sacré ennemi, mais effectivement, tu parles du Covid, alors je laisse peut-être Poulet rebondir sur ce point-là. Juste avant de rebondir là-dessus, j'avais une question du coup par rapport à tes études. Comme avant, tu n'étais pas du tout axé là-dessus. Là maintenant, est-ce que tu as une idée avec STAPS? Est-ce que tu as une idée de ce que tu vas faire plus tard? Plus tard, comme métier, je sais pas du tout. Après, je sais que bah voilà, il y a un intitulé de master qui me plaît, mais il est pas partout, donc c'est ça qui est un petit peu embêtant, comme tous les masters. Après, voilà, dès qu'on se spécialise, puisque bon, enfin, de la L1 à la L3, ça reste un tronc assez commun, tu peux bouger où tu veux. Le master, après, c'est des spécialités, et du coup, bah
c'est pas dans toutes les villes et tout, donc bah, je sais qu'il y a la sociologie du sport qui me plaît. Et après, du coup, il faut que je me renseigne encore sur d'autres formations, etc. Mais ce serait le premier choix en tant que master. Et après, j'ai une autre formation un peu plus personnelle, mais du coup, il faudrait me réorienter. Donc là, je me renseigne encore et j'évite de trop en parler parce que c'est pas du tout dans le même domaine. C'est Donc voilà. normal. J'ai envie de dire la reconversion, je pense qu'on la connaît tous. Surtout quand Oui, on c'est arrive vrai. à ce moment-là, on est à peu près de la même génération, j'ai envie de dire que ce soit même avec Pauline, donc on connaît ce moment où on cherche un peu sa voie et on cherche à Bah, trouver c'est ça. sa place. Il y a tellement de métiers, tellement de formations maintenant que c'est vrai que pour trouver. Et en plus de ça, faut trouver bah, des formations qui sont faisables, mine de rien, avec bah, l'activité physique, parce que bah, on peut pas tout faire. Je sais que par exemple, j'ai ma jumelle qui est partie dans l'artisanat, et avec le sport, c'est compliqué. Donc, on peut pas tout faire. Donc, c'est sûr que des fois, bah, on se prend des. Il y a des portes qui se ferment devant nous, et il faut qu'on trouve d'autres moyens. Et donc, c'est un peu compliqué, donc voilà, faut se renseigner, creuser et voir ce qui est faisable, pas faisable. Et ensuite s'orienter vers la formation qui nous plaît le plus tout en étant aménageable. Effectivement, et j'ai envie de dire, il faut jamais rien lâcher aussi. Je pense qu'on peut arriver Ouais, à ses objectifs juste avec de l'ambition et juste en essayant de se donner un minimum de peine, c'est même ça. si on n'a pas forcément les qualifications requises C'est ça, initialement. puis des fois, faut se dire que bah voilà, ça prendra plus de temps. Par exemple, une formation en 2 ans, bah peut-être que tu vas doubler le temps. Et après, bon, bah, Il faut être patient aussi. c'est Euh, ça. Alors, tout à l'heure, on parlait du Covid, ça serait peut-être justement le moment de rebondir sur le fait que la D2 a été extrêmement impactée par le Covid. Comment tu as vécu cette période d'arrêt complet et la situation de la Ligue et justement cette situation un petit peu d'imbroglio qu'il y avait entre la Ligue féminine, la D2 féminine, à côté de la Pro League qui, elle, pouvait jouer. Tu parles de l'arrêt de cette année, du coup, Ouais, du mois de novembre? plus cette Ouais. année et même déjà avant, peut-être les deux. Bah, de toute façon, le premier arrêt au mois de mars, bon, on débattait pas trop, puisque de toute façon, toute la France était arrêtée, donc on se disait au début, de toute façon, c'est pour le bien du pays et on le fait, donc c'est passé comme une lettre à la poste, comme on dit. Mais, euh, mais sinon, bah, c'est vrai que par contre, cette année, ça a piqué un peu, parce qu'on a fait une prépa, on a commencé des matchs, puis hop, après, on arrête direct le championnat, donc ça pique, puis on comprend pas trop parce que il y a une part qui comprend parce que voilà, on sait qu'on n'était pas considéré professionnel, donc on se dit bah voilà, c'est le jeu, on sait qu'on n'est pas professionnel, on se mange le mur. Mais il y a une part où t'es dégoûté parce que tu dis bah mine de rien, on s'entraîne bah presque autant, voire autant que bah, des clubs de D1. Il y a certaines filles qui sont payées en salaire professionnel et c'est vrai que bah on nous traite un peu comme des voilà des amateurs alors que bah on n'a pas cette envie-là du moins donc c'est sûr que au niveau ouais de comment dire de l'énervement je dirais ça a été un petit peu difficile on est tout un peu monté au créneau c'est vrai qu'en plus c'est vrai que ça a été génial d'ailleurs ce moment-là parce qu'on est toutes les joueuses on a commencé un peu à faire des statuts sur les réseaux un peu à se révolter et c'est vrai que bah mine de rien on s'est rendu compte que par contre on pouvait faire bouger un peu les choses et bah mine de rien dès le mois de janvier on a pu reprendre et ça, c'était quand même pas mal. Mais c'est vrai que cet arrêt a piqué un peu parce qu'il faut refaire une prépa après en décembre et se repréparer pour un début de championnat qui va être fortement condensé au mois de janvier. Du coup, là, on a une pause, nous, parce qu'on n'a pas de match à rattraper. Mais voilà, après, c'est vrai que cette ambiance Covid, c'est toujours compliqué. On se dit toujours chaque semaine, est-ce que le match va être tenu ou pas? Est-ce que si c'est reporté, ça va être comment les prochaines semaines, etc. Donc bon, ça va, ils ont l'air d'avoir trouvé une solution de fin de championnat, mais c'est vrai que du coup, tu fais semaine par semaine, quoi. C'est plus du tout, t'anticipes plus jusqu'à la fin de l'année, quoi. Oui, je vais peut-être laisser Poulet rebondir Est-ce parce que, que ouais. Est-ce que du coup, pendant cette coupure, Noisy a mis des choses en place pour continuer à avoir une activité régulière, pour pas perdre le rythme, ou alors juste le club a subi et pouvait rien faire? Non, nous, par contre, il y a la ville qui nous a déjà beaucoup soutenus. Elle nous a laissé la salle, enfin le gymnase. Voilà, il y a le club qui a, pareil, continué de nous accompagner. Donc on s'est entraîné. On a fait des matchs amicaux d'ailleurs, bah, contre Sambre, contre la Stella. Donc les équipes qui étaient elles aussi capables de répondre entre guillemets à nos demandes, etc. Et donc bah on a continué de garder un espèce de rythme et tout. Alors forcément c'était pas le même rythme qu'un championnat, donc c'était comme une longue prépa encore. Mais on a continué de s'entraîner. Donc quand je compare par exemple à La Rochelle, malheureusement qui elle n'avait pas de salle, etc. où ça a dû être très compliqué, j'ai été quand même assez contente
du rendu qu'on a pu donner, quoi. On a eu des entraînements, la mairie nous a appuyés, elle nous laissait la salle en plus, voilà, à des horaires où même avec le confinement, le couvre-feu, etc., on pouvait limite aller à des horaires plus tard et tout. Donc vraiment, non, on s'est senti appuyé sur ce coup-là et ça a fait plaisir aussi. J'ai On envie de s'est dire, pas senti vraiment, pour le coup, comme un club amateur, entre amateur et pro. Là, on s'est senti pas pro de ce côté-là, on s'est senti appuyé, donc c'était cool. vraiment soutenu par la ville C'est au ça, final, et c'était le bon point de la c'est chose. ça. Et du coup, hormis tout cela, la reprise de la compétition, bon, déjà auparavant, avec les salles vides, tu le vis comment? Est-ce que c'est quelque chose qui change vraiment beaucoup à ton niveau et de ton côté personnel, la vision des choses, ou est-ce que c'est quelque chose qui ne change pas grand-chose pour toi? Au début, ça a fait bizarre parce que t'as l'impression d'être en match amical avec un enjeu au bout, mais du coup, quand il n'y a pas de public, ouais, t'as vraiment l'impression que c'est un match amical et tout, alors qu'en vrai, par contre, faut le gagner le match. Mais par contre, maintenant, on sait que c'est comme ça, donc on se chauffe différemment et tout. Mais, mais c'est vrai que pas avoir de public, du coup, ça change. Je pense qu'il y a des salles. Nous, ces derniers temps, ces dernières années, du coup, elle a été quand même pas mal remplie, même si on n'a pas des tribunes très très grandes. Il y avait quand même un bon bruit, etc. Donc c'est vrai que ça change. T'as plus les cris quand il y a les buts. Enfin, t'as pas les réactions et tout. Donc bon, t'as peut-être moins. T'as de l'adrénaline parce que tu sais que voilà, c'est le début du match. T'as quand même une présentation toujours et tout. Mais c'est vrai que bon, des fois, t'entends juste ton équipe crier, quoi. Enfin, je sais qu'on avait eu un retour après un match où les gens disaient ça crie beaucoup à Noisy et on lui avait dit, enfin, on avait répondu dans les commentaires, ben oui, c'est juste notre équipe qui crie en fait, parce que il y a personne et du coup on n'entend que nous, mais c'est vrai que bon, ça fait calme. Mais après, en vrai, il y a des clubs des fois où ça change pas, vu qu'il y a des clubs qui n'ont pas de public malheureusement, mais nous, c'est vrai que ça peut changer un peu à Noisy, quoi. Je pense qu'à Sambre, c'est pareil. Enfin, il doit y avoir un public de base et là il n'y en a pas donc ça va être compliqué. Mais en vrai, il y a des clubs qui n'ont pas de public donc ça change pas. Surtout à l'extérieur, moi ça me change pas perso qu'il y ait du public ou pas. C'est plus à la maison où ça change. Avoir le soutien à la maison plutôt que. euh, Ouais, c'est ça. c'est important par contre à l'extérieur, généralement vous avez moins de soutien, donc c'est plus des champs contre vous, donc c'est pas forcément ce qui peut Ouais, vous c'est ça. pousser, Et puis bon, ça impacte on peu. s'en fiche un peu du public à l'extérieur, c'est pas le nôtre de toute façon. Mais c'est vrai que chez nous, c'est quand même plus important. Enfin, des fois, on sent que voilà, le public peut faire jouer sur l'arbitrage, c'est triste, mais bon, Oui. on sait qu'il y en a que ça peut faire jouer. Donc, des trucs comme ça où toujours cet appui, où tu sens que t'es pas tout seul, que t'as le dernier élément de l'équipe, c'est le public, quoi. Donc, tu sais que ça peut jouer et tout. Donc, des fois, c'est vrai que ça change. Ce que je peux comprendre. Je vais peut-être laisser Poulet parler, effectivement, parce que on l'entend très peu. Du coup, avec cette situation aussi, au début d'année, il y avait une nouvelle formule de Coupe de France où c'était des phases de poule avec des clubs de D1. Et du coup, dû à ce nouveau statut, enfin, avant que le nouveau statut soit décidé pour les clubs de D2, la Ligue a tout bonnement remodelé la formule de la Coupe de France et a viré tout simplement les clubs de D2 de la Coupe. Comment t'as perçu la nouvelle? Ça, vraiment, ça nous a pas tant affecté que ça, parce que de toute façon, on s'est dit qu'il fallait caler tous les matchs du championnat, et mine de rien, voilà, nous les D2, là, je pense que la priorité, c'est les championnats, notamment quand tu essaies de te maintenir. Nous, on revenait de N1, le principal, c'était de se maintenir. Donc, la Coupe de France, on prenait ce qu'il y avait à prendre, mais ça nous a pas tant affecté que ça. Dans tous les cas, on s'est dit, faut caler les matchs de championnat, donc quitte à l'enlever, tant pis. Ça aurait été un plus, c'est sûr, hein, mais là, on sait qu'il n'y avait pas tous les week-ends de disponibles et tout. Donc, on a accepté, quoi. Il y a pas eu de révolte là-dessus, en tout cas. D'accord, donc vous n'êtes pas senti révolté par la décision. En tous les cas, elle était à peu Non, près logique ça parce que c'était plus pour protéger vos organismes et l'organisme des joueuses aussi, de ouais. D2 que purement. Après, c'est vrai que pour moi, j'aurais préféré qu'on repasse à une formule à élimination directe si possible, quitte à le décaler un Voilà. petit peu. Mais bon, euh, les décisions de la Ligue, on va éviter d'en parler parce qu'elles sont parfois un petit peu litigieuses et je pense qu'on est du même avis sur ce point-là. Et je pense Ouais, qu'on n'a pas besoin de c'est débattre sur ce point. ce qui est décision. Malheureusement, après, c'est des gens qui sont mieux placés que nous pour discuter, je pense. Donc, dans tous les cas, ils doivent avoir des raisons valables à ce qu'ils font. Donc, on est obligé d'accepter. Nous, de toute façon, on est là pour jouer. Après, tu nous donnes un ballon, un terrain et puis une équipe adverse, et puis hop, on y va, quoi. Donc, Mhm.
Je pense que oui, c'est important. Alors, excusez-moi, il y a mon chat qui fait son apparition. Bon, on va peut-être rebondir, je vais peut-être laisser Poulet rebondir sur la suite, puisque vous allez certainement parler du set, de D2, justement. Je vais laisser parler Poulet sur ce point-là. Bah, je vais laisser Mathilde du coup présenter son. Enfin, c'est pas un set, du coup, c'est plus un 21 vu qu'elle a 3 profils par poste. Ouais, je dis à chaque fois, j'ai du mal à choisir sur deux trois joueuses sur chaque poste. Après, bon, on va pas. Comment dire, je peux essayer de faire un set, mais c'est vrai que j'aime pas trop faire des choix parce que j'estime qu'il y a toujours deux trois joueuses par championnat qui méritent d'être mises en lumière et qui ont toutes. Il n'y en a pas une vraiment qui est au-dessus du lot. Il y a des compétences. Chacune ont des compétences propres à elles-mêmes. Donc, j'ai toujours du mal à choisir en soi. Ce qui est logique au Bah, final. Et du coup, donc pour le set majeur de la D2, par qui je vais commencer quel poste je peux commencer déjà? Ailière gauche, j'aime beaucoup Josie Nkou à Octeville. Et après, j'oublie les noms, mais c'est en fonction des postes. L'ailière gauche de Rennes aussi, j'aime bien. Mais j'ai oublié son nom. Donc si vous l'avez, je le prends, mais je sais pas si vous voyez laquelle c'est du coup. Poulet sera et plus. l'ailière gauche de Rennes, putain, ça me vient plus, mais je crois que Adeline l'avait aussi. Elle revient beaucoup cette joueuse Elle dans est vraiment pas mal, les. hein. Bah, c'est un peu Mm. le même profil que Josie Nkou. De toute façon, c'est des joueuses très rapides avec des très bons appuis. Et elles sont vaillantes. Donc ouais, elle m'a pas mal. Enfin, les deux m'ont pas mal impressionné. Après, Josie, je la connaissais déjà. Donc je sais ce que c'était. Mais l'ailière gauche de Rennes, vraiment pas mal. Ensuite, arrière gauche, il y a du coup bah, l'arrière gauche de Sambre. J'oublie le nom aussi. Euh, Anna. Anna oui, Vachova. oui, c'est ça. C'est quand même une joueuse voilà, qui pèse bien. On sent qu'elle apporte quand même bien à l'équipe hein, de Sambre. Euh, Il y a qui d'autre à gauche que je peux mettre? Euh, on a notre Mathilde Ploton qui est quand même une bonne scoreuse. Euh, et en troisième, qui peut être intéressante, moi j'en ai pas trop d'autres en tête là. En demi-centre, du coup, il peut y avoir Victoire Nicolas. Euh, Ah, il y a qui d'autre en demi-centre? Des fois j'oublie par contre, je suis désolée. Bon, on va rester sur Victoire Victor, Nicolas. ce qui est bien avec elle, c'est qu'elle est polyvalente. Oui, c'est ça, Elle. tu peux la mettre à tous les Ce qui postes. est. Bah, après, en général, souvent les demi-centres, tu peux les mettre un peu partout. Enfin, euh, et il y a qui d'autre? Hein? Quoi? Ah, pardon, désolée, j'ai ma collègue qui me parle, quoi? Quoi? Oui, oui, c'est vrai, ça demi-centre. Nélé de Octeville, c'est vrai qu'il y a la demi-centre d'Octeville qui est pas mal aussi. Et arrière droite, bon, bah arrière droite, il n'y en a pas 36 000. Je mettrai pas moi, c'est sûr. Euh, Bah, super l'estime. Oui, on Bah retrouve. non, 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 clairement, faut être objectif. Je suis pas dans les top scoreuses ni rien pour une arrière. Donc, non, il y a qui d'autre? Qui on peut mettre à droite? Après, je tiens à dire qu'il y a personne Vous qui avez le s'est droit mis de m'aider, hein. dans le set. Il y a personne qui s'est mis dans le set, ni Chloé Bellonnet, ni Adeline Bournaise ne s'est mis dans le set non plus. Donc, tu Bah suis, non, tu suis quand la même logique. prétentieux. Et puis non, il faut être objectif, ouais. Euh, Arrière droite, faut pas être une gauchère ou pas? Bah oui, Parce qu'à bien la sûr. limite, on peut mettre Karishma Eko à droite. Parce qu'elle sait jouer à droite. Donc, je mettrai Karishma soit arrière gauche, soit arrière droite. Et à l'aile droite, euh, j'ai qui à l'aile droite? J'ai. Oh, il y en a plein par contre des ailes droites. Hmm. Il y a Mavungu qui est quand même une bonne ailière, surtout sur contre-attaque. J'ai bah, ma collègue et mon amie Lydia, bah, elle a eu des petites blessures, donc ça peut être compliqué à jauger, mais je sais que sur les entraînements, c'est une très bonne ailière. Euh, J'ai bah, aussi l'autre ailière. Bah, après, c'est les filles de mon équipe, donc je vais les mettre un peu en avant. Donc il y a Peg, Peg qui est une ailière droite qui a 40 ans et qui est toujours très très loin devant sur la course, ne serait-ce que. Enfin bref, aux entraînements, elle m'impressionne. Donc voilà, il y a elle, il y a Elsa Deville
qui est une très bonne. Elle est très vaillante, donc elle est à Bègle. Et c'était qui l'autre? Je pourrais en fait donner toutes les qualités de toutes les ailières droites, mais je vais rester sur celle-là. Et du coup, on passe de Est-ce que pivot. t'as une Sur la ailière droite? comment? Est-ce que t'as une ailière droite qui est droitière à propos? Comment? Ah? Est-ce que t'as une ailière droite droitière ou une ailière gauche gauchère du coup à proposer là-dedans? Une ailière droite, droitière? Bah, tu peux mettre. Il y a notre ailière. Il y a Ruth. Ruth de notre équipe, une petite ailière gauche que tu peux mettre à droite aussi. Tu peux la mettre partout de toute façon. Et, non, une ailière droite à gauche quand même, je pense que on n'en est pas là. Mais c'est à peu près tout. En pivot, bah, Sabrina Abdellahi, je j'ai pas trop à débattre là-dessus. Après, c'est pareil, c'est un couteau suisse, tu peux la mettre partout. Oui, Euh, totalement. c'est vraiment une joueuse, elle, où tu sais que tu lui donnes un ballon, tu vas la mettre partout. Elle va juste aimer jouer, quoi. Le poste, elle s'en fout. Pivot, elle sait ce qu'il faut faire. Demi, elle sait ce qu'il faut faire. Faudrait essayer dans les cages aussi, je pense. Et, en gardienne, après, c'est les deux gardiennes de mon club que je trouve assez exceptionnelles. Enfin, il y a Clara Verschuren, du coup, c'est une travailleuse hors pair. Et Jackie, c'est vraiment l'expérience. Je pense qu'on a un bon duo de gardiennes, donc je préfère les mettre en avant aussi. Jackie, de toute façon, ça se voit vu que l'année prochaine, elle s'en va pour la Stella, qui est un club VAP qui possiblement peut monter. Donc, C'est ça. si la Stella va la chercher, c'est qu'elle a une certaine qualité. Bah, elle a une qualité, puis même maintenant, elle a, bah, pareil, 40 ans. Donc, elle va servir aussi de. C'est une gardienne au-delà des performances qu'elle va faire, elle va aussi apprendre à l'autre gardienne ce qu'elle sait et son vécu. Et c'est ce qu'elle fait d'ailleurs à Noisy, c'est que cette meuf, elle est capable de s'entraîner toute seule. Elle est capable de se faire une séance différente par jour. Elle a des idées, mais plein la tête. Elle s'arrête jamais de travailler. Et bah, du coup, pareil, elle le transmet forcément à la gardienne avec qui elle est en duo. Sachant qu'en plus, comme elle est en fin de carrière, elle est plus du tout en mode compétition à qui va jouer, qui va pas jouer. Elle est vraiment en mode j'apporte le plus. Et donc, ça peut toujours créer un très bon duo, quoi. C'est le type de profil qu'on aime avoir dans un club qui a l'ambition de monter, donc ça explique effectivement le choix de la Stella. Donc là, on a le petit set. Est-ce Arrière que... droite, excusez-moi, arrière droite, j'ai totalement oublié Mendoza à ATH. Ah, ouais. Oui, Je suis bon, désolée, j'ai totalement oublié, mais oui, arrière droite, du coup, oui. ça revient régulièrement aussi. Ah oui, je l'avais oublié, j'étais pas allée vers ATH, mais oui. Bon, on a le petit set. Est-ce que Poulet, tu veux peut-être parler de ton set de ton côté? Ou vu qu'on l'a déjà fait plusieurs fois? Oh, rapidement, du coup, il y a Oui. certaines choses que j'ai en commun avec Mathilde, comme Anna, Hum, Sabrina, Victoire Nicolas, j'ai aussi. Victor Nicolas, je l'avais positionné en arrière droite parce qu'en demi, j'avais mis Léa Baluro, mhm, la demi de Metz qui est mhm. prête à Sambre. Ouais, ouais, je l'avais Euh, tenue, elle est en N1, donc pareil, en D2, j'ai pas eu de quoi trop la jauger, mais c'est vrai qu'elle est. Je pense que c'est une excellente demi-centre. De toute façon, quand t'es à Metz, c'est pas pour rien. Et puis même quand on l'avait joué en N1 avec le centre de formation, c'était une demi-centre. Les deux demi-centres, de toute façon, de Metz en N1, il y avait elle et Maïssa Maurice, les deux étaient des demi-centres très chiantes à jouer. Donc, ensuite, sur l'aile droite, son nom m'échappe, mais j'ai mis les lires de Celle-sur-Belle. oui. Ah bah oui, Leslie Brimand, oui. Oui, Non? voilà, merci. Oui, J'avais plus son nom. oui, c'est vrai, bah, j'aurais pu la mettre aussi, je l'avais oublié, c'est vrai. Il y en a trop, voilà. Mais oui, c'est vrai que c'est la plus complète. En plus, elle vient de. Bah, elle a fait de la D1, donc oui, c'est vrai qu'on peut la mettre aussi. Et dans les buts, j'avais mis la gardienne de La Rochelle parce que Elle vous avait fait mal. même si c'est une équipe en oui, 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 effectivement. le traumatisme est encore présent. Mais même si c'est une gardienne qui est pas forcément dans les meilleures conditions pour faire des arrêts Oui, c'est et vrai. elle subit beaucoup de tirs, elle arrive quand même à tirer son épingle du jeu et à quand même maintenir un minimum l'équipe. À ce qu'elle devrait. Bah, nous, on a eu la chance de pas l'avoir, hein. On peut dire que c'est une chance, du coup. Un petit peu, j'ai envie de dire, parce qu'elle a fait vraiment mal à Sambre. Pour le coup, c'est peut-être le... enfin, c'est le seul match qu'on a regardé ensemble avec Poulet, qu'on a commenté ensemble. Et malheureusement, Sambre a pas mal peiné ce C'est jour-là. vrai que c'est une défaite que personne n'a compris parce que Sambre, c'est vraiment une bonne équipe cette année. On sait que ça va être très chiant à jouer et quand on a vu cette défaite, on a fait bon.
On ne sait pas trop ce qui s'est passé. Bah, on a demandé d'ailleurs qu'est-ce qui s'est passé un peu à tout le monde. Et puis c'est vrai que c'est ressorti la gardienne et je sais plus qui d'ailleurs, il y avait une autre qui avait été Il, bonne. Mais il je sais manquait Anna aussi, je pense que ça jouait beaucoup. Bah, pas. la gardienne Karic qui porte La Rochelle, Léo qui se blesse ce jour-là, Hmm. Ouais. et, C'est euh, vrai, vous aviez et votre demi qui était blessé, Léa Baluro qui s'était fait mal à la cheville, vous n'aviez pas votre arrière ouais, gauche, c'est vrai. ouais, C'est voilà. le sort qui est tombé sur Sambre ce jour-là. Ouais. Donc on va peut-être passer à autre chose. Je vais te poser des petites questions. Alors, je sais pas si tu vois ce que c'est le Fast Five. Juste des petites questions avec deux choix. Il faudra juste que tu fasses un choix et répondre le plus rapidement possible. C'est Tu, quoi rapidement, parce que j'aime pas être tu en prise viendras. de temps. C'est des questions assez simples, donc ça va pas être trop compliqué, je te rassure. C'est vraiment des choix assez simples. Bon, on va commencer donc roucoulette ou chabala. Roucouchable. Faut faire un choix. Bah, le plus beau geste pour moi c'est la roulette. Après je ne sais, enfin je ne l'applique pas, je sais la faire techniquement mais je ne la mets pas en application. Mais c'est vrai que c'est très beau à regarder. Enfin, bon après les chapes qui sont très bien faits aussi, mais c'est la roucoulette, il y en a quand même des très belles, ça peut être pas mal. Alors talon ou basket. Voilà, période Covid, on a oublié les talons quand même, hein, mais bah du coup basket, mais c'est vrai que bon bah quand on pouvait faire la fête, etc. Bon bah talons quoi. Metz ou Brest. Là, je peux avoir un peu de temps là. Pour Je te toi, laisse Non, le bah temps. c'est assez simple, Metz hein. parce que c'est le club voilà, qui a le plus de palmarès. Après Brest, c'est vrai que cette année, enfin, ces dernières années, ça a quand même bien, très très bien progressé et qu'il y a des très grosses joueuses. Mais Metz sur le palmarès. Alors couche-tard ou couche-tôt. Ça dépend des périodes. Faut faire un Mais choix. bon, je peux même pas répondre parce qu'il y a des périodes où je vais me coucher tôt, des périodes où je vais me coucher tard. D'accord. Pinot ou Lacrabert. La Crabère, Ponctuel ou en retard. ponctuel. Je déteste cette force Darleux ou Gloser. Ah! Euh... euh, c'est dur. Bah, Darle, on l'a un peu plus vu ces derniers temps. Mais bon, Gloser, elle a fait quand même un très bon parcours. Mais Darle ces derniers temps, je dirais. Jackson Richardson ou Nicolas Karabatic. Faut Karabatic. Bah, Richardson, c'est il était un peu jeune encore. Rap ou rock. Rap ou rock? Hmm. Ça dépend quel rap et ça dépend quel rock. Un choix comme ça. Ouah. Bah, j'ai plus été bercé dans le rock, moi. Mais bon, faut pas aller dans le hard et tout, quoi. Mais allez, rock. Je vais en rajouter un. Faire un choix ou ne pas faire de choix. Réfléchir avant de faire un choix. Un 5 ou 0,6. Ah, c'est dur! Ah oui. 0,6 c'est moins dur parce on est plus ensemble, entre guillemets, plus en bloc. Mais un 5 ça peut faire bien chier certaines équipes. Ça dépend. Mais 0,6 si on veut la facilité. Télévision ou Twitch. Télévision. LBE ou D2. LBE. Insta ou Twitter. Insta. Besançon ou Noisy. Ah, c'est compliqué là. Bah, Il y a des questions pièges. ouais, bah non, bah, c'était mon parcours. Donc, bah, d'abord Bezac et ensuite Noisy, ça coulait, quoi. Vikings ou Game of Thrones. Aucun des deux, je n'ai vu aucune des deux séries. Je suis désolée, ne m'insultez pas. C'était histoire de mettre un peu de sujet. Et sinon, on va Pour te passer. rassurer, j'ai vu aucune des deux non plus, hein. Très Bon bien. bah. Mais j'ai- tout le monde m'a dit que je dois m'y mettre, mais là en plus j'ai pris tellement de retard, il y a tellement de saisons que ça donne pas envie. Enfin, j'arrive pas. Je peux comprendre. Véronica Mala ou Chloé Bellonnet. Voilà.
Bellonnet, Aïe 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 elle a aïe bien. aïe 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 aïe. Ah là 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 là, elle a bien démontré. Tu vas te Mais faire un c'est ennemi vrai là. qu'en termes de palmarès, voilà. Oui, clairement, je suis d'accord avec toi. Après, on a Poulet qui est un grand fan de Chloé, donc c'est pour Mais ça que. oui, je sais, je vois sur Twitter, mais y a rien à dire, elle a très bien démontré cette année. Oui. Été ou hiver? Été. Voilà, donc on va terminer avec tout ça. Voilà, donc c'était pour le petit Fast Five. Donc, donc c'était les petites questions sympas. Si tu veux en faire un rapidement, un Poulet à moi, tu peux. On est obligé de répondre dans tous les cas. Parce que c'est vrai qu'on piège un peu avec ce type de questions, mais c'est justement le but un petit peu. Mais on va rebondir peut-être sur un point qui a été abordé tout à l'heure. Tu nous parlais de la Crabère. Justement, je voudrais te poser, quelle est la joueuse qui t'a peut-être le plus impressionné ou inspiré tout au long de ta carrière? Bah, en tant qu'arrière droite, Nora Mork quand même. Après, c'est vrai qu'elle a eu des grosses difficultés ces dernières années, mais Nora Mork, Anavia Kereva en tant qu'arrière droite. Après, en autre poste, il y a forcément Stine Tudal, Neagu arrière gauche, est quand même une très grosse joueuse, même si je peux pas trop m'identifier à son jeu parce qu'on n'a pas le même gabarit ni le même profil. Mais c'est des joueuses voilà, très impressionnantes. Sur le. Oh! Ah non, je pensais qu'on. Ça va. Je pensais que j'avais oublié une joueuse, mais non, pas du tout. Et, euh, et sinon, chaque joueuse peut m'impressionner, entre guillemets, à son poste, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a toujours une grosse qualité qui ressort sur chaque joueuse. Et bah, des fois, elles font des trucs propres à elles, et tu fais waouh, bah, il y a des Paola aussi. Enfin, il y a vraiment plein de joueuses qui ont beaucoup de qualité, et si je devais toutes les lister, je pense qu'on se coucherait à 2 heures du matin. Oui, clairement, je pense qu'il y a beaucoup de qualités, mais les noms que tu as cités sont déjà très grands. Je vais peut-être laisser Poulet rebondir sur ce point-là. Du coup, pour toi, quelle est la gardienne qui t'a mise le plus en difficulté au tir? Cette année, Cette année et aussi, si tu veux, tout au long de ta carrière. waouh, c'est une très bonne question. Je sais parce que ça dépend pas forcément de la gardienne, ça dépend du match. Parce que par exemple, voilà, un match aller, match retour, une gardienne peut m'embêter sur un match et le match d'après pas du tout, ou inversement. Je dirais que c'est plus moi qui me fait chier toute seule. Des fois, je vais pas prendre le temps de placer mon tir ou quoi, et je vais me mettre en difficulté toute seule. Après, je pense que là où j'ai peut-être plus de mal, c'est les gardiennes qui bougent pas beaucoup, si je dois dire. Donc globalement, j'ai pas de nom, mais plutôt voilà les gardiennes qui ont des profils qui ne me donnent pas d'infos, on va dire. Donc je peux te donner des petites pistes d'ailleurs aux gardiennes du championnat. Apparemment, je me suis tiré une balle dans le pied, mais bon, oh, faut faire avec ce qu'on a. Et c'est plutôt les gardiennes qui donnent pas d'infos, qui se jettent pas directement sur un côté ou quoi, qui vont me déranger le plus. Ça va plus te déstabiliser. Euh, C'est ça. Est-ce qu'il y a une joueuse sur qui tu as vraiment eu du mal à défendre, et que tu as croisé peut-être plusieurs fois et qui t'a vraiment mis en échec ou gêné? Défendre. Bah, du coup, bah, Besançon, Alizé Frécon, c'est très dur de défendre dessus. Euh, Il y a qui d'autre? Bah, là, en D2, c'est vrai que bah, l'arrière gauche de Sambre était un peu chiante hein, quand même. Elle a un contre intérieur vraiment intéressant. Oh, j'en ai pas en tête là, mais voilà, celle qui arrive très bien à prendre de vitesse, c'est toujours très compliqué quoi. D'accord. Peut-être Poulet, je te laisse enchaîner. Bah, c'est tout pour moi, je pense, en vrai, hein. Si t'as encore des choses à dire, toi, peut-être. Alors, Et je si vais le laisser. chat a des questions aussi. Voilà, c'est ce que j'allais dire. J'allais demander est-ce que le chat a des questions, c'est le moment. Sinon, j'allais poser une question. Si tu as un club de rêve en Europe, un endroit où tu voudrais vraiment aller, ou un championnat par ailleurs, parce que ça peut être également un championnat, ça serait quel endroit pour toi? Tout le monde rêve, hein, on va pas tourner autour du pot sans temps, mais Györ, c'est sûr que ça fait rêver, hein, mais en tant que championnat, la LBE, je pense, enfin, est très très bien représentée. Je suis pas sûre que j'aimerais aller ailleurs. Peut-être le championnat danois peut être intéressant. Pas forcément, voilà, il y aura peut-être pas forcément que des grosses écuries, mais je pense que ça peut être un championnat avec des jeux assez rapides. Donc ça peut être intéressant. Après, LBE, ça reste très très bien hein, comme championnat. LBE, danois, c'est peut-être les championnats avec le plus d'adversité, où même les petites équipes sont encore capables de performer face aux grosses, alors que du Il y a le côté. championnat hongrois aussi qui est très intéressant, mais parce Oui, que voilà, t'as de très grosses écuries, mais.
Ouais, t'as Gior et derrière t'as quelques grosses écuries. C'est vrai que c'est les trois gros championnats en Europe où effectivement C'est ça. c'est intéressant d'évoluer, j'ai envie de dire. Donc on a fait un petit peu le tour. Euh, Est-ce donc que du coup, en parlant de grosses équipes, est-ce que tu pourrais, toi, nous citer la meilleure joueuse du monde? La meilleure joueuse du monde? à tes yeux, Ouais. hein, je suppose, parce que c'est Oui, très abstrait. évidemment. C'est un avis personnel. À l'heure actuelle. Ouais, à l'heure actuelle, ouais. Euh, Bah, Viakireva, hein, parce que je suis sur mon poste, mais Viakireva sur. Il y en a trop, je ne peux pas choisir. Je dis Viakireva sur mon poste, mais il y en a vraiment trop. C'est Je suis assez d'accord là-dessus. Après, pour moi, à l'heure actuelle, je pense que c'est Niagou quand même. Ouais, Et c'est vrai. au fur et à mesure des années, je pense que ça sera Polman. Je sais Bah, pas si tu es Poleman, d'accord ouais. là-dessus. Après, Poleman, elle est déjà, je pense, sur son, comment dire, à l'apogée, non? De sa carrière. Bah, le problème, c'est qu'elle était en train d'exploser ces dernières années. Et Mhm. malheureusement, l'année dernière, ligament croisé, donc ça a un peu mis un stop. Ouais. Mais je me dis que c'est pas terminé. Et quand je vois sa détermination à vouloir revenir, je me dis qu'il y a encore quelques belles années devant elle. Elle Sûr. peut porter son club en Ligue des Champions comme elle a fait l'année dernière. Je pense que l'année dernière, elles étaient au Final Four avant que ça s'arrête, je crois. Et je pense qu'elle peut faire quelque chose de bon encore avec quelques années. En plus, là, elle revient, elle a été sélectionnée avec les Pays-Bas. Bon, je pense qu'elle va pas forcément jouer, mais tu vois l'envie de la joueuse de se remettre à fond dedans. Non, et puis bah, c'est une joueuse qui a un vrai leadership, hein, qu'on se le dise. Bah, on sait qu'il y a une période, le jeu néerlandais s'appuyait sur elle. Donc, c'est comme Niagou, c'est les joueuses voilà, qui ont un fort leadership sur qui tu peux t'appuyer. Donc, c'est sûr qu'elles sont forcément plus mises en avant. C'est effectivement. sûr. Euh, Moi, si je devais faire un choix, je pense que Neagu est en pente ascendante et je pense que cette année, ça sonne la fin de l'ère Neagu. Si je devais faire un choix comme ça et en parler, je pense que c'est vraiment terminé et je pense qu'actuellement Viakireva prend la relève totalement. Je rejoins Mathilde sur le point là. Parce que moi je trouve que le jeu de Viakireva est vraiment intéressant et je trouve surtout qu'elle a une marge de progression qui est encore impressionnante et je pense que euh, elle a vraiment du chemin encore à faire et je pense qu'elle peut atteindre un niveau qui est vraiment peut-être la meilleure joueuse de ces 30 dernières années. Je pense vraiment qu'elle a encore du Alors, en potentiel. plus, après, enfin, après, il y en a vraiment plein, hein. Puis même si on va sur les jeunes, Mm. même Et, chez les Françaises, euh, bah, il y a Fopa qui peut être une très très grosse joueuse, parce qu'elle est déjà une très grosse joueuse alors qu'elle est très très jeune. Je vois plus loin, même je peux aller voir Léna Granvaux cette année qui est à Elle fait une Bourg-d'Étoile. saison oui, exceptionnelle cette année. incroyable sa Et saison. voilà, moi je l'ai eu en plus quand on était à Besançon, elle était au pôle, donc bah, des fois on les voyait. C'est une joueuse vraiment qui a le handball facile, hein. C'est terrible à dire parce qu'il y a des gens qui triment pour être bons, mais elle, c'est le handball facile, c'est le jeu juste. Enfin, et pareil, elle est très très jeune et cette année, effectivement, elle a du temps de jeu, elle est très très bien. Enfin, donc forcément, à long terme aussi, je peux miser là-dessus. Mais bon, après, on va pas aller sur les toutes jeunes non plus. Oui, de toute façon, il y a tellement de choses qui peuvent changer et ça peut aller très vite. Euh, voilà, donc je pense qu'on a fait le tour globalement. On va peut-être rebondir sur le maillot à gagner sur le Twitter de Poulet. Oui. Donc il y a un maillot de Noisy qui a gagné, donc n'hésitez pas à aller retweeter le tweet de Poulet. D'ailleurs, tu peux peut-être l'envoyer dans le chat Twitch pour avoir la chance de gagner un maillot. On le tirera au sort dans 2 semaines, c'est bien ça, Poulet? C'est ça. En live ici, on le tirera ici en live. Ouais. Voilà, donc on fera ça dans 2 semaines. En tout cas, un grand merci pour ta présence, Et Mathilde. Mathilde, j'avais une dernière question. Alors, désolé Norf, de te T'inquiète. retenir, de te prendre en otage parce que je sais que t'es pressé un peu. Ouais. Non, mais c'est pas grave, c'est pas grave si je suis en retard derrière. J'avais une dernière question. Est-ce que tu pourrais nous raconter une anecdote sur un truc marquant, un truc compétitif ou personnel qui touche en handball, où t'as passé un bon moment ou un moment triste, une anecdote, quoi. Triste quand même, fun. Mais bah moi déjà, je pense le moment où, si on va commencer par le triste du coup, l'anecdote triste, c'était bah du coup quand je suis arrivée en D2 et que j'ai blessé une pote à moi qui était avec moi au pôle, Doudou Camara, contre Le Havre. Euh,
où l'action a été vachement violente, etc. Enfin, c'est un fait de jeu, mais qui a été violent. Je l'ai pété, et, ça a été vachement dur pour moi. D'ailleurs, je me suis éteinte à la fin du match complètement. Et ça a été pas mal difficile. Et donc c'est pas les moments les plus faciles. Puis bah il y a aussi l'anecdote, bah voilà, le club de l'UMBB qui a coulé, on va pas en reparler. Et en anecdote cool, bah, notre victoire d'Interpol sur mon avant-dernière année, on avait battu du coup Besançon en finale. On avait pris une petite revanche parce que l'année d'avant, on avait perdu d'un but sur une zone qui n'avait pas existé. On va pas relancer le débat s'il y en a qui me voient. Et du coup, c'était super drôle parce que voilà, il y avait plein de pôles qui étaient derrière nous l'année d'après en mode un peu revanche et on a gagné et tout. Bon, après, Besançon avait perdu des très grosses joueuses de pôle comme Alizé Frécon, du coup, je peux en revenir à chaque fois, mais voilà, des grosses joueuses comme ça qui mettaient Besançon un peu sur les meilleurs pôles. Et sauf que cette année-là, du coup, on les a gagnés, on était vraiment au-dessus et on les avait bien battus. Et c'est du coup de gagner des interpôles quand t'es au pôle, c'était un peu l'objectif. Donc on était très contente. C'était vraiment la compétition de l'année qu'on attendait. Donc c'est des très bons souvenirs. Bon, que de positif, j'ai envie de dire. Au final, les Interpol, t'en as beaucoup parlé. C'est quelque chose qui t'a Ouais, marqué au final. c'était les meilleures périodes, des gros tournois où il y a plein d'équipes. Oui, C'était bon l'ambiance, enfant. c'était une ambiance tournoi qu'on n'a pas forcément au niveau et qui nous C'est rappelle ça. la jeunesse, effectivement. Donc je peux comprendre. Et ben voilà, on a fait peut-être un petit peu le tour. Je suis un peu désolé d'aller vite parce que moi, du coup, Ah non, pas de souci. je vais devoir partir par la suite. Mais du coup, merci beaucoup pour ta présence, Mathilde. C'était un vrai plaisir Merci de à t'avoir vous. ici. Euh, et n'hésitez pas à aller suivre le club de Noisy également et d'apporter tout le soutien pour la fin de saison qui risque d'être animé pour vous. Donc on sera derrière vous et on vous souhaite le meilleur du coup pour Noisy. On vous Et souhaite le meilleur en Playdon, évidemment. hum, il y en a un qui est un petit peu, qui est un petit peu, qui est pour 100, on va pas se mentir. Du coup, bonne soirée à tout le monde, Non, merci. mais elles vont s'en sortir, je me fais pas de soucis là-dessus, ça devrait aller normalement. Bah oui, je suis plutôt d'accord sur ce point-là. Du coup, le chat, on vous souhaite Du une... coup, nous, on se retrouve vendredi à Oui, 20h avec Charlotte, la chargée de communication de Saint-Amand. oui, pour terminer cette semaine ma semaine de repos, où il n'y a pas de repos pour moi pour le coup. Mais du coup, effectivement, pour terminer cette semaine un petit peu spéciale autour de la D2 et de la LBE, on se retrouve la semaine prochaine, du coup vendredi du moins, à 20h avec Charlotte, et lundi également, on se retrouvera à 20h avec Poulet à nouveau. Du coup, on vous souhaite tous une bonne soirée, et puis merci beaucoup encore pour ta présence Mathilde, et merci beaucoup à tout le monde sur le chat. Merci Voilà, à voilà. vous. Ciao, Bonne ciao. soirée. Au revoir.